Effectivement, on voit bien qu'on est dans des systèmes de pensée globaux qui sont à repenser, à transformer. Je voudrais justement qu'on s'arrête quelques minutes sur des pays qui, eux, ont vraiment à subir, pour le coup, le désert, des pays du sud global, de l'Afrique de l'Ouest plus précisément. Et Béatrice Garrett, qui est directrice de la Fondation Pierre Fabre, va me rejoindre sur cette scène tout de suite. Voilà, pour faire ce petit break et aller voir aussi ce qui se passe ailleurs dans le sud. On va partir dans un pays qui subit pas uniquement le désert, mais beaucoup de choses en ce moment, qui est le Mali. Mali, où l'accès à des dermatologues est extrêmement compliqué. Et vous avez eu envie, la Fondation Pierre Fabre, de vous lancer dans cette expérience de télédermatologie. Qu'est-ce qui vous a poussé tout d'abord à vous lancer là-dedans ? D'abord, la mission de la Fondation Pierre Fabre, qui est une fondation d'utilité publique dont l'objet est l'accès aux soins pour les populations des pays les moins avancés, ce qu'on appelle les pays les plus pauvres en fait. Et donc on travaille beaucoup en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est aussi et en Haïti. Et on est une fondation opératrice, donc on travaille directement avec les acteurs du terrain et on a développé des expertises dans certains domaines. On ne peut pas intervenir dans tout et on a plutôt choisi finalement les domaines où il y avait de forts besoins, mais en même temps peu de coopération, peu de financements internationaux d'aide à la santé. Et donc la dermatologie fait partie en fait des axes de développement de la fondation. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté un manque abyssal en fait de professionnels de santé qui sont en capacité d'apporter le diagnostic et le soin. Et par ailleurs, les maladies de peau, au sens très large, constituent un fardeau pour la population. Donc, notamment au Mali, on avait eu des études comme quoi c'était le 4e ou 5e motif de consultation dans des centres de santé de base. Et puis, ce sont des pays aussi où un certain nombre de maladies qui ont été éradiquées chez nous perdurent et qui sont extrêmement graves. Bon, au Mali, la lèpre n'est pas éradiquée. C'est-à-dire tous les ans, il y a à peu près une centaine de cas qui remontent à Bamako. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui restent, c'est un très grand pays, qui restent non soignés en fait dans les provinces. Donc, ce n'est pas du tout anodin. Et on travaille depuis presque plus de 10 ans maintenant sur cette question au Mali avec les acteurs du pays, notamment les dermatologues. Et alors, le sujet, effectivement, c'est très peu de dermatologues. Quand on a commencé il y a 10 ans, il y en avait une dizaine. Maintenant, il y en a plutôt une vingtaine. Pour tout le pays, hein. Pour un pays qui fait 20 millions d'habitants. Donc, c'est un dermatologue pour 1 million d'habitants. Mais c'est pire que ça parce qu'ils sont quasiment tous à la capitale. Ça veut dire que vous avez un immense territoire qui absolument n'a accès à aucun diagnostic qualifié par rapport à ces maladies de peau. Et donc là, on a travaillé vraiment main dans la main avec les professionnels et le ministère de la Santé aussi, d'abord par étapes, en faisant d'abord des pilotes sur 3 régions et puis en étendant. Et effectivement, maintenant, on a un système de maillage du territoire dans lequel on a développé effectivement un modèle de télé-expertise. Alors, ce n'est pas de la téléconsultation, c'est la télé-expertise, c'est-à-dire qu'on s'adresse de professionnels de santé à professionnels de santé. Dans les centres de santé dans le pays, donc à différents niveaux, on s'appelle des CESCOM ou des CESREF. Bon, en général, on est plutôt à un niveau où on essaye d'avoir un médecin. Il n'y a pas toujours un médecin et un infirmier. Et l'important, c'est de pouvoir faire en sorte que tous les acteurs sont d'accord pour de la délégation de tâches. En fait, la partie technologique, elle est faible. C'est tout un ensemble d'organisation des soins qui fait qu'on va former donc, ce qu'on appelle des agents de santé, soit un médecin ou un infirmier, dans un centre de santé local, dans une région, à d'abord lui-même identifier les maladies de peau les plus courantes. Et il y a un certain nombre de maladies de peau qu'il peut diagnostiquer et qu'il peut prendre en charge directement. Donc, c'est la première étape. Par exemple, la gale. Oui, la gale, des eczémas. Voilà, enfin, toutes sortes de maladies qui sont visuellement faciles, je dirais, à identifier, avec des traitements relativement simples, où les médicaments sont aussi accessibles. Et donc, on va essayer de les former. Et après, c'est une formation continue et un contrôle, bien entendu, sur ça. Et surtout, on va les aider à identifier les cas complexes qui nécessitent l'intervention d'un spécialiste. Et à ce moment-là, ils vont être formés aux outils digitaux. Donc au début, on avait commencé avec des ordinateurs, des appareils photo numériques, etc. Maintenant, tout se fait avec le téléphone, qui devient l'élément central. Donc ils ont
ils sont formés à pouvoir faire une description du cas et à envoyer des photos. Et ils sont formés aussi à prendre les photos de telle manière qu'elles soient utilisables pour pouvoir faire un diagnostic. La dermatologie s'y prête bien, hein, c'est quand même c'est visuel. Et ces cas complexes, donc ils vont faire ce dossier et ils vont l'envoyer au dermatologue du pays. Ça, c'est très important. On ne va pas envoyer ça en Suisse, en France, etc. C'est les dermatologues qui sont à la capitale et qui font partie de cette expérimentation, qui vont recevoir les cas complexes et qui vont donner un avis. Alors, ils vont donner un avis, envoyer un diagnostic qui, du coup, sera donné par l'agent de santé au patient. Et tout ça, ça se fait par une plateforme dédiée, spécifique en fait, qui s'appelle, alors en l'occurrence on a pris un outil qui a été développé par un organisme qui s'appelle le RAFT, qui est hébergé aux universités de Genève, et c'est une plateforme qui est designée aussi pour ce type de pays et d'environnement. C'est-à-dire que ça fonctionne avec un Internet bas débit, c'est offline, online, donc souvent les data sont enregistrés offline et sont envoyés quand l'Internet est accessible. Et puis, ça garantit aussi la confidentialité, c'est des plateformes formées, donc n'y ont accès que les professionnels de santé autorisés. Et ils sont en capacité quand même de supporter les photos à un certain niveau de qualité, etc. Donc là, l'avantage, c'est que la personne, en fait, le patient, il va aller dans son centre de santé de proximité. Alors, il aura peut-être 20 km à faire, hein, mais ce n'est pas les 800 pour aller à la capitale s'il se retrouve au nord du pays, ou les 1000. Et il va avoir, du coup, en face de lui, une personne qui va être capable de reconnaître sa maladie, soit de la soigner immédiatement, soit de lui donner l'avis du spécialiste à distance. Et évidemment, si le spécialiste à distance, et ça arrive, n'est pas en capacité de donner le diagnostic parce qu'il lui faut, par exemple, une exérèse, un examen et tout, ça, il va le donner aussi. Et donc ça, il y aura un référencement, etc. Mais on va soigner quand même sur place la personne sans... Et du coup, on part de zéro, quoi. Il y avait zéro accès au diagnostic et aux soins, et là, on donne cette possibilité. Ça veut dire que quand même, sur la totalité, ou la quasi-totalité, parce qu'il y a des zones de guerre encore, mais sur la quasi-totalité d'un pays comme le Mali, aujourd'hui, je peux avoir, dans un centre de santé à proximité de chez moi, accès indirect à un dermatologue parce que j'ai un doute à un moment sur ma peau ou sur quelque chose que je repère sur ma peau. Alors, on a une centaine d'établissements qui ont été comme ça formés, équipés. Alors après, il y a du turnover, il faut tout le temps refaire les choses, etc. Et ça, c'est l'hôpital de dermatologie à Bamako qui gère en fait ce réseau. Mais effectivement, là, c'est vraiment réparti partout. Et là, dernièrement, j'avais fait intervenir un infirmier à Ménakar, qui est vraiment dans le nord. Bon, c'est extraordinaire parce que l'avantage aussi, c'est qu'on aide le centre de santé aussi à gagner en compétences et les personnels en gagnant en compétences, et le bouche à oreille marchant très vite, ils ont aussi plus de fréquentation. Parce que ce qui peut être parfois très déroutant, c'est que dans des pays où il y a vraiment un problème d'accès aux soins, les gouvernements ont quand même essayé de créer des centres de santé en zone rurale. Parfois, ils sont absolument sous-fréquentés. Pourquoi ? Parce que quand les gens arrivent, ils sont mal reçus, le médecin n'est pas là, ou l'infirmier n'est pas qualifié, ou etc., où les médicaments ne sont pas disponibles. Donc, renforcer ces centres permet aussi de renforcer la fréquentation, et ça, c'est un cercle vertueux. Et donc, on a pu aussi faire ça parce que les dermatologues étaient aussi d'accord pour cette délégation de tâches, qu'ils ont participé à la formation et qu'ils y trouvent quelque part un peu leur compte, même s'ils ne sont pas rémunérés. Alors le système aussi, nous on part de zéro, on est dans des pays où il n'y a pas d'assurance santé, c'est-à-dire il y a 3 ou 4% de la population qui a une assurance santé, c'est-à-dire les gens qui sont fonctionnaires ou qui travaillent pour des grosses entreprises internationales. Les gens, sinon tous les soins sont payés de la poche, hein. Voilà. Donc, de toute façon, quand les gens n'ont pas accès à des services de santé de base, etc., ils vont voir le praticien, enfin, ils se débrouillent comme ils peuvent, hein. Donc, de toute manière, ils vont aller dans le centre de santé, ils vont payer une somme minime, mais on est dans des pays aussi où les gens vivent avec moins de $2 par jour, hein. Donc, ils gagnent souvent la journée même, ce qu'il leur faut pour vivre la journée ou le lendemain. Donc, ils ne peuvent pas se déplacer déjà pour aller à la capitale. Et donc, c'est vraiment extrêmement contraint. Donc, faisant ça, ils vont payer leur consultation de centre de santé de base, mais ils vont avoir finalement ce package accès à l'avis du spécialiste. Et le centre de santé va avoir un supplément de recettes puisqu'il aura plus de personnes. Par contre, effectivement, le spécialiste, actuellement, dans le modèle qu'on expérimente, il n'a rien. Pourquoi il le fait ? Parce qu'on travaille avec des dermatologues du secteur public. Donc, quelque part, ils prennent ça dans leur mission un peu régalienne. Et parce qu'on a aussi un très, très fort leadership. On a la chance, là, sur le Mali, d'avoir travaillé depuis le début avec un professeur de dermatologie, le professeur Ousmane Faye, qui a eu cette vision. Depuis, d'ailleurs, son centre de santé s'est transformé en hôpital de dermatologie de Bamako. Donc, on avait quelqu'un qui avait ce leadership. On a développé aussi ce projet dans d'autres pays. Justement,
l'absence ou la même leadership, c'est vraiment un élément très, très fondamental. Mais je pense aussi que de toute façon, dans les années qui viennent, on va étudier aussi des modèles économiques où probablement il faudra qu'il y ait un retour aussi du côté spécialiste. Si on arrive à développer, probablement ça fera partie aussi de la feuille de route. J'aime beaucoup cet exemple de la télédermatologie au Mali, d'abord parce qu'il résonne totalement avec le thème de notre table ronde depuis ce matin, où l'on voit que la santé numérique, même si le Mali, c'est plus compliqué, l'Internet n'est pas ce qu'on a ici, l'électricité n'est pas non plus ce qu'on a ici, mais on n'est pas sur des soucis majoritairement techniques ou physiques. Voilà, il y a un smartphone, on apprend à une personne à prendre une photo et à envoyer la photo. On n'est pas non plus sur un... Voilà, c'est pas un obstacle énorme. Les gens aussi sont pas habitués à ce même confort. C'est-à-dire que là, je pense à mon infirmier de Ménakar. En fait, il nous raconte, il y a des jours où il finit sa journée, il prend sa motocyclette, il fait 10 km et puis il cherche le signal pour envoyer ses datas. C'est incroyable. Mais ils arrivent à surpasser cet obstacle technique. En revanche, ce que l'on voit, nous aussi, depuis le début de cette table ronde, c'est qu'aujourd'hui, le développement de la santé numérique n'est pas freiné par des freins informatiques, techniques ou autres. On est freiné par des freins culturels. Quels ont été sur un pays comme le Mali, et vous nous direz tout à l'heure que cette expérience elle est en train de s'étendre à d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, quels ont été pour vous les bons alignements de planètes pour permettre de dépasser les freins culturels? Je pense qu'il faut que dans toute la chaîne, chaque personne s'y retrouve, chaque acteur clé. Donc je vous dis, l'agent de santé, il va être valorisé parce qu'il a été formé. Il a été formé à une spécialité médicale. Donc il va au regard des patients, des collègues et tout, il va acquérir un certain statut. Il a été formé aux outils numériques. Au départ, je me souviens, dans la population des infirmiers, quand on avait les ordinateurs, il y avait 40% des infirmiers qui n'avaient jamais touché un ordinateur. Donc de toute façon, ça, c'est une élévation personnelle qui va les aider. Le dermatologue, l'équipe de dermatologues, donc avec le leadership de leur patron, s'est investi aussi dans cette affaire parce que quelque part, ils deviennent encore plus spécialistes. C'est-à-dire que tout l'enjeu, c'était que vraiment il puisse y avoir ce triage au niveau du terrain. Parce que si tous les cas étaient remontés au dermatologue, de toute façon, ça aurait explosé tout de suite. Il fallait que... Combien de cas, quel pourcentage remonte au dermatologue? À peu près 20%, à peu près 20%. Et donc, il faut que ça soit uniquement des cas complexes qui remontent. Et effectivement, du coup, il y a l'intérêt aussi médical scientifique pour ces spécialistes de voir vraiment des cas complexes. Nous, évidemment, on est dans une phase où on les incite à utiliser les datas, à publier. Et l'objectif, c'est vraiment que ça puisse s'appuyer après sur des recherches basées sur les évidences de façon à essaimer. Et c'est aussi une façon de rémunérer ces spécialistes qui puissent publier, qui puissent participer à des colloques, qui puissent faire partie un peu d'un réseau international et être un petit peu montrer qu'un pays comme ça, qui sur pas mal de critères est en bas, il peut être aussi... pionnier et moteur en fait sur des innovations. On voit bien l'intérêt et le changement culturel que vous entraînez donc chez les patients, chez les infirmiers ou les personnes qui vont les recevoir, chez les médecins, chez les dermatologues. Quid des élus ou des décideurs publics? Oui. Alors, de toute façon, on est dans des pays où malheureusement les ressources publiques dédiées à la santé sont archi insuffisantes. Il y avait dans les années 2000, il y a eu ça s'appelle la déclaration d'Abuja, il y a eu un grand engagement de ces pays du Sud en disant on va mettre 15% du budget de l'État à la santé. Bon, s'ils sont à 5%, c'est le maximum, et c'est des tout petits budgets, c'est des pays pauvres. Donc en fait, la santé n'est pas financée, c'est ça le problème. On a maintenant des populations qui sont quand même conscientisées, avec aussi Internet et tout. Ils ont beaucoup plus d'ouverture sur ce qui se passe dans le monde. Donc, ils savent que eux, c'est pas normal de ne pas pouvoir voir un médecin. Ils sont aussi moins passifs par rapport à tout ça. Et les décideurs politiques, quand même, dans beaucoup de pays, se sont engagés à un grand objectif qui est la CSU, la couverture sanitaire universelle, qu'a beaucoup promu l'actuel directeur de l'OMS, Tedros Ghebreyesus. Quand il a pris ça, il a dit c'est vraiment la frontière. Là, c'est-à-dire que chaque citoyen dans chaque pays ait droit à un minimum de paquets d'activités médicales, de soins de base de qualité. Et ça, vous avez dû les former, tout ça, les élus? Non, mais ça, ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Ils l'utilisent comme un argument électoriste. Et en même temps, ils ont quand même bien compris que sans le digital, ils n'y arriveront pas. Parce que si on regarde juste les chiffres, il y a une population de spécialistes qui est tellement basse, même s'ils mettent beaucoup d'argent pour les former, ça n'arrivera pas. Et il ne suffit pas de former des spécialistes. Nous, on donne beaucoup de bourses, master, doctorat et tout. Tout l'enjeu, c'est que les postes soient créés.
que les postes soient créés dans le secteur public, parce que ça ne nous intéresse pas qu'à Bamako, il se trouve qu'il y ait plus de médecins spécialistes en libéral uniquement pour la petite proportion de personnes qui a l'argent. Si on veut toucher la population, il faut que ce soit des postes dans les hôpitaux publics. Et là, il faut que non seulement les postes soient créés, financés, et les gens en général sont payés des cacahuètes, hein, mais aussi qu'ils aient un environnement de travail. Les gens, des fois, craquent quand ils sont formés au bon niveau et qu'ils se retrouvent dans ces hôpitaux, parce que juste, il n'y a pas le plateau technique, il n'y a pas les infirmiers, il n'y a pas les minimums comment dirais-je, d'intrants nécessaires pour fonctionner. Juste en un mot, c'est une réussite, hein, la téléexpertise au Mali. Aujourd'hui, ce modèle, pas uniquement sur la dermatologie, c'est un modèle qui réussit tellement bien qu'il va être étendu à d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, alors c'est une réussite, c'est fragile, hein, c'est vraiment un combat de tous les jours, et pour que ça continue, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous a servi de modèle. On l'a étendu là, depuis déjà 4-5 ans, et maintenant on est en phase aussi d'extension sur tout le pays au Togo. Et puis on est plus en pilote, et les pilotes sont plus compliqués au Niger et en Mauritanie. Voilà. Mais sur le Togo, ce qui est intéressant, là aussi on avait eu un fort leadership là, de dermatologues avec une vraie vision. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le ministère de la Santé du Togo a fait une revue un peu de l'existant, qu'est-ce qui fonctionnait dans le numérique, quels étaient les besoins de la population, etc. Donc ils ont identifié ce programme et ils nous ont demandé de le transférer avec la télééchographie. Permettre que dans des centres de santé, donc en dehors de la capitale de Lomé, alors pareil, des agents de santé, pas évidemment des radiologues ou des gynécologues, mais par exemple des sages-femmes ou des infirmiers, puissent faire des échographies pour des femmes enceintes et identifier et repérer à l'avance les problèmes des cas de grossesse difficile pour qu'elles soient référées. Pas les prendre en charge là, mais les identifier et les référer. Donc là, on démarre tout juste ce pilote dans 10 hôpitaux. On a mis 10 échographes, un peu voilà, moyenne gamme, mais très solides, etc., qui avaient déjà été expérimentés. Et là, l'enjeu, parce qu'on travaille avec plus de maturité maintenant, l'enjeu vraiment, ça va être de documenter en fait, cette expérimentation et donc de travailler en train de travailler sur ce qu'on appelle une base zéro, c'est-à-dire avec un certain nombre d'indicateurs pertinents, pouvoir décrire la situation dans ces 10 hôpitaux, de façon à ce que sur ces mêmes indicateurs, on voit l'évolution et qu'on puisse la quantifier scientifiquement de ce nouveau dispositif de santé. Toute dernière question, Béatrice Guinguerette. Finalement, ce système où l'accès à Mali et puis maintenant d'autres pays à côté est plus facile à un dermato, est-ce qu'il est imaginable en France? Je regardais les statistiques. Le temps d'accès moyen à un dermatologue en France, c'est 95 jours pour obtenir un rendez-vous. À Lyon, pourtant pas, on ne peut pas dire en commune rurale, on en est même à 128 jours d'attente en moyenne pour un rendez-vous chez un dermato. Et en France, on a plus de 10 départements qui comptent moins de 5 dermatologues pour 100 000 habitants. Face à un tel constat, est-ce que vous imaginez demain, après tout, qu'à Lyon ou dans la Creuse, si on va prendre 2 extrêmes, on puisse développer le même système? Oui, théoriquement oui. Après, il faut accepter la délégation de tâches. Enfin, ça existe, pardon, j'interviens, mais ça existe. Il y a des dispositifs français pas généralisés dans le pays. En Ile-de-France, il y a un réseau de télédermatologistes, mais qui n'est pas généralisé. Mais ça existe quand même. Ça existe quand même en pilote dans quelques départements français, mais ça n'est pas généralisé. Ça pourrait arriver avec moins de 4 mois du coup d'attente pour avoir un rendez-vous chez un dermato. Merci Béatrice pour cette intervention, cet éclairage. Et voir aussi aller s'inspirer